Bienvenue dans ce talk qu'on espère inspirant. La raison d'être d'Inspirer & Co, qui a organisé donc ce talk, c'est d'inspirer les décideurs et les professionnels dans leur stratégie, dans leurs actions de développement durable et de RSE, peu importe leur secteur, peu importe leur niveau sur ces sujets. Comment? En explorant des solutions, en allant à la rencontre des acteurs du changement, voilà, que ce soit à travers des visites, des événements, des talks, pour impacter le plus grand nombre de personnes sur les initiatives positives. Je dirige carenews.com, qui est un média web quotidien qui traite de sujets d'engagement. Notre baseline, c'est qu'on est le média des acteurs de l'engagement. Et on traite aussi bien d'engagement d'entreprise via fondation ou en interne, d'engagement via des associations, d'engagement citoyen et d'engagement aussi via des entrepreneurs à impact ou les entreprises à mission. J'anime aussi un podcast tous les 15 jours. Je reçois un entrepreneur à impact, ça s'appelle Changer la norme. C'est en partenariat avec la Fondation Entreprendre qui nous fait l'honneur de le soutenir. Et on a un nouveau petit bébé podcast chez Carenews qui s'appelle En Cause. La pandémie du Covid-19 a intensifié les attentes de la société en termes de développement durable, d'engagement des entreprises et de leur raison d'être. Et il ne s'agit plus de faire des mesurettes vertes, on en est convaincu, on l'était déjà, mais on l'est encore davantage, ou de faire des dons solidaires ou des effets d'annonce pour être considéré comme responsable en tant qu'entreprise. Donc la crise, sans doute comme accélérateur de stratégies de résilience, de relocalisation et de RSE. En tout cas, on l'espère, l'avenir nous le dira. Il y a un grand nombre de labels, de communautés, de systèmes de notation, de clubs, et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et donc voilà, on a voulu donner la parole à deux des communautés, des réseaux les plus reconnus et les plus actifs, donc le C3D, le Collège des directeurs du développement durable, et Bicorp, avec notre invité Utopie. Fabrice, tu es président du Collège des directeurs du développement durable, une association qui regroupe 164 membres. Tu es ingénieur diplômé du CNAM, tu as été 18 ans directeur QSE du groupe SOR. Donc depuis 2007, tu es directeur DD QSE du groupe Bouygues. Tu pilotes des projets transverses associés à la stratégie, pas des à côté, des sujets vraiment stratégiques, comme les enjeux énergie et carbone, ville durable, économie circulaire et de la fonctionnalité. Tu es enseignant dans différents masters de grandes écoles, particulièrement à Dauphine, où j'ai eu la chance de t'avoir comme professeur. Tu es aussi administrateur d'un think tank qui a été créé par Jean-Marc Jancovici, The Shift Project, et tu es cofondateur du blog de l'entreprise contributive avec Céline Puffardichvili. Tu dis le développement durable, on y vient par opportunité et on y reste par conviction. C'est les opportunités de carrière qui font que je suis arrivé à ce poste en 2007 sans bien mesurer tous les contours de cette fonction, parce qu'à l'époque, c'était quand même une fonction qui était quand même pas très répandue au sein des grandes entreprises, c'est donc qu'on puisse dire. C'était à la sortie du Grenelle. Et à force de côtoyer des gens passionnants, on prend le temps d'apprendre, d'écouter, de regarder ce qui se passe, et puis on se passionne par ce sujet. Voilà. C'est un job qui a beaucoup de sens parce que notre objectif, notre vocation, c'est d'accompagner nos entreprises vers des modèles d'affaires plus durables. Et c'est un job tout à fait passionnant. Donc, effectivement, j'y suis venu par accident et j'y suis resté par conviction. Fabrice, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans l'opérationnel comment tu fais pour faire évoluer les modèles économiques des différentes entités de Bouygues? C'est très simple à expliquer, c'est un peu plus complexe à mettre en place, mais on a donc dans le groupe Bouygues plusieurs métiers, vous le savez, la construction, l'immobilier, la route, les télécoms, les médias, etc. Et donc, j'ai des correspondants, on est très nombreux à s'occuper de ce sujet dans le groupe. Et avec les personnes qui sont en charge, comme moi, de la transformation, on essaie de se renseigner en faisant du benchmarking, des learning expeditions. On essaie de rencontrer via des divers cercles d'influence ce qui se passe ailleurs et pas forcément en France, bien sûr. Puis, une fois qu'on se fait une intime conviction qu'il est possible de faire notre activité autrement, eh bien, on réunit les collaborateurs les plus motivés d'une entité donnée pour réfléchir sur le champ du possible, sur les compétences
qu'il nous faut acquérir, les nouveaux partenariats qu'il faut pouvoir contracter, les nouvelles façons de faire notre activité avec donc des fournisseurs et des sous-traitants qui pourraient nous aider dans ce shift. Et aussi, bien sûr, d'aller voir les clients pour leur dire, si on vous proposait comme produit, comme service, des choses différentes que ce qu'on vous a toujours fait, comment vous allez apprécier ces changements? Est-ce que vous seriez acheteur de ces nouvelles façons de produire la valeur? Et on procède par itération, on procède par expérimentation, par proof of concept, jusqu'à temps qu'on trouve un modèle qui aligne les planètes et qui fasse que ce soit mieux pour la planète, mieux pour nos clients et moins cher. Parce qu'en fait, il faut aligner ces trois planètes-là pour que ce soit à peu près durable. Est-ce que tu trouves que ça va assez vite chez Bouygues, toi qui es très engagé au sein du C3D et qui passe ton temps à faire du plaidoyer, des tribunes? Tu as encore sorti aujourd'hui une tribune sur les gestes barrières climatiques, un rempart contre l'inaction, où tu exhortes en fait les entreprises, les décideurs à adopter des gestes barrières pour lutter contre le changement climatique. L'objectif maintenant, c'est d'accélérer parce que, hélas, 3 fois hélas, malgré nos bâtiments énergie positive, malgré nos bâtiments passifs, malgré nos écoquartiers, malgré les constructions bois, les constructions modulaires, malgré toutes ces nouvelles solutions qu'on propose à nos clients, eh bien, on ne va pas encore assez vite. Et la difficulté maintenant et le challenge, ça va être d'accélérer encore la transition de manière à ce qu'on puisse être aligné sur l'accord de Paris notamment, qui exige que l'on divise par 2 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais la difficulté, c'est maintenant de se resynchroniser par rapport aux vivants, de se resynchroniser par rapport aux écosystèmes, de manière à ne pas surconsommer et ne pas entrer en compétition avec les autres espèces, déjà, parce qu'on n'est pas les seules espèces vivantes sur cette planète, et arriver à retrouver un équilibre qu'on a eu pendant des années et qu'on n'a plus aujourd'hui. Avant les énergies fossiles, on n'avait pas cette capacité à détruire autant qu'on fait aujourd'hui grâce aux machines. Donc, l'idée, c'est de réinventer un modèle économique de prospérité sans croissance des flux physiques carbonés qui sont aujourd'hui la cause de tous nos problèmes et de tous les problèmes futurs de l'humanité si on n'arrive pas à les maîtriser. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que dans pratiquement tous les secteurs d'activité, sauf un, il y a des solutions pour faire autrement. Que ce soit dans le bâtiment, je suis bien passé pour vous le dire, dans l'agriculture, le textile, les transports, sauf l'aérien. Et Fabrice, vous pensez aussi que c'est un outil, ce statut, la raison d'être et la société à mission dont on parle effectivement pas mal en ce moment? C'est un prétexte de plus pour inciter les entreprises à penser différemment leur façon de créer de la valeur. Moi, je suis tout à fait favorable à cette dynamique. Mais nous, ce qu'on prône au-delà de tout ça, je pense que le travail sur la raison d'être est vraiment essentiel. Je dis souvent dans mes conférences qu'il faut répondre vraiment à 2 questions. Il n'y a que 2 questions à répondre pour définir une bonne raison d'être. C'est qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas? Voilà, en quoi est-elle singulière, originale? En quoi apporte-t-elle quelque chose que les autres n'apportent pas et que du coup, si elle disparaissait, ce serait un grand vide? Et qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas? Et là, ça permet à l'entreprise de lister tout ce qu'elle fait mal, en fait, en termes d'impact. Voilà, on retourne, de toute façon, on réatterrit toujours sur ces enjeux d'impact in fine. C'est-à-dire, oui, elle consomme des matières premières, ok, mais est-ce qu'elle en consomme plus que ce que la planète est capable de régénérer? Dans ces cas-là, c'est too bad, hein, il faut changer. À force de lister ces impacts négatifs, l'objectif, c'est de mettre en place une approche itérative qui va lui permettre d'année en année de réduire, voire d'annuler complètement ces impacts, voire de renoncer à certaines activités de son entreprise qui génèrent des impacts. Et c'est comme cela qu'elle va se réconcilier en fait avec les enjeux de long terme, parce qu'une entreprise, l'objectif premier d'entreprise, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas de faire des profits, c'est de durer. Donc il faut pouvoir mettre en place une approche qui permettra à l'entreprise de créer de la valeur sans en détruire à côté. Est-ce que vous travaillez beaucoup sur votre raison d'être? Est-ce que c'est un chantier chez Bouygues? Il faut savoir que tout ça, il y a des connotations juridiques très importantes. Nous, on est une entreprise qui est très diversifiée, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens que ce soit au niveau de la holding que ça soit fait, mais ça serait beaucoup plus au niveau des entités. Alors après, est-ce que ça aboutira demain à
une intégration dans les statuts, voir ce que veut faire Emmanuel Faber, de décider que l'ensemble du groupe serait bicorp en 2025. Bon, moi, je ne suis pas l'actionnaire du groupe, on verra bien. L'important, c'est de se questionner pour réduire les impacts. Et ça, je peux vous garantir qu'on le fait tous les jours. L'outil, le questionnaire Bicorp est un bon moyen de s'auto-évaluer. La certification, pour moi, c'est anecdotique. Et ceux qui veulent y aller, ils peuvent y aller, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Ce référentiel, il est très exigeant, ça nécessite les entreprises qui s'y confrontent voient bien la distance qu'il y a entre ce qu'elles font aujourd'hui et ce qu'elles devraient faire pour être un peu plus durables. Donc en cela, c'est très pédagogique. Moi, je trouve que c'est une très bonne approche. Et au sein du C3D, donc vous êtes 164 membres, les groupes du CAC 40, les groupes du SBF 120. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au sein du C3D? Est-ce que vous les outillez, vous les formez, vous les renforcez dans la construction de leur stratégie DD, RSE? Comment vous travaillez ensemble? Il y a 164 membres et il y a plusieurs dizaines de milliers d'entreprises en France. C'est pour dire à quel point il y a encore beaucoup de travail à faire de la part de ces entreprises qui ne sont pas encore membres pour changer leur modèle d'affaires et accepter de faire du business autrement. Donc oui, on a vocation, on se dissout, on peut se donner l'objectif de se dissoudre lorsque toutes les entreprises auront adhéré au C3D et auront surtout, au-delà d'adhérer, transformé leur modèle d'affaires. Les dirigeants RSE, DD qui adhèrent au C3D, ils viennent avant tout chercher du réconfort, ils viennent chercher des pratiques, parce qu'en fait, le but, c'est quand même pas qu'on réinvente en permanence ce que d'autres ont inventé déjà mieux que nous. Donc, il y a beaucoup de networking en bilatéral entre les membres, et ça, c'est très bien. Et on passe notre temps, en fait, à faire des groupes de travail pour apporter des connaissances, faire venir des experts extérieurs, on fait beaucoup de conférences thématiques. C'est aussi essayer de faire passer un peu nos idées. Donc, on le fait sur les réseaux sociaux, dans la presse. On est une agence de relations presse qui travaille avec nous sur ce sujet, qui fait très très bien son travail. D'ailleurs, c'est l'agence Look Sharp, que je vous recommande à tous. Et on a aussi, bien sûr, des grandes thématiques transverses qui intéressent tous nos membres, parce que c'est l'ADN de la RSE, notamment, bien sûr, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les enjeux climatiques, la comptabilité du triple capital, les sujets d'achat responsable, parce que toutes les entreprises ont une grande partie de leur chiffre d'affaires qui est acheté à l'extérieur. Donc, la façon d'acheter d'une façon plus responsable, c'est quelque chose qui est très important. Le grand enjeu, ça va être dans les 10 ans qui viennent, parce qu'il nous reste grosso modo 10 ans, ça va être de faire basculer tous ces grands secteurs d'activité dans ce monde d'après qui sera plus inclusif, plus durable. Il faut absolument donner envie d'abord aux nouveaux entrepreneurs d'adopter des nouveaux codes et des nouvelles façons d'entreprendre. Donc, c'est le concept de ce que moi je pousse, qui est l'entreprise contributive. Donc, c'est de créer la valeur sans détruire, c'est de créer la valeur sans externalité négative. Les générations futures, de façon générale, risquent de souffrir beaucoup de notre inaction d'aujourd'hui. D'où le lancement hier des gestes barrières climatiques. Pour ceux qui s'intéressent, je vous encourage à aller voir sur le site du C3D ou sur les réseaux sociaux. Je pense que ce serait bien qu'on nous rabatte aussi matin, midi et soir les gestes barrières climatiques. Parce qu'en fait, on a essayé la peur, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Hein. Aujourd'hui, on a de quoi faire peur avec ce que nous allons pour les scientifiques, mais bon, on voit bien que ça ne fait pas bouger les foules, hélas. La contrainte, on a essayé un peu, on a vu ce que ça donnait avec les gilets jaunes lorsqu'on a essayé de mettre en place la contrainte carbone. Donc, ça marche moyennement, la contrainte, même si je pense qu'on aura besoin tôt ou tard de mettre plus de régulation, plus de taxes, plus d'incitations réglementaires pour accélérer un certain nombre de changements de comportement. Mais le dernier truc qu'on n'a pas essayé, c'est l'émotion, en fait. C'est de dire, finalement, le monde d'après, parce que tout le monde parle du monde d'après, si on veut que les gens y aillent, il faut le rendre plus désirable que le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est fabriquer des récits qui vont faire que, finalement, qu'est-ce qui rend plus heureux? Est-ce que c'est d'avoir le dernier iPhone à la mode ou de pouvoir aller faire un week-end Paris-New York en avion ou est-ce que c'est de
pouvoir redécouvrir des choses simples, des relations humaines finalement, c'est ça qui rend heureux en fait les gens. Et donc c'est d'inventer en fait de passer du travailler plus pour gagner plus d'aujourd'hui au travailler peut-être moins pour vivre mieux, et expliquer que finalement on a tout à gagner collectivement à ralentir. On a tout à gagner collectivement à plus partager, on a tout à gagner collectivement à remettre la nature vraiment dans toutes nos préoccupations, dans nos villes notamment, parce qu'on sera tout simplement, on aura une meilleure qualité de vie, qui sera peut-être un peu moins matérielle, un peu moins technologique, mais plus servicielle et plus immatérielle. Merci beaucoup, Fabrice. Bravo à vous tous là, d'avoir organisé ce webinaire, et puis à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.